hiérarchie des situations. Alors je vous remercie tous pour votre présence. Je suis Marine Molinet, déléguée à la biodiversité pour la ville de Metz. Et nous organisons avec Mirabel LNE, une association que vous connaissez bien, ces conférences chaque année au Récollet et chaque année sur un thème lié à la biodiversité, à l'écologie. Voilà, cette année, nous terminons avec une conférence qui nous est donnée par Francis Allais, que nous avons vraiment un très grand plaisir à recevoir. Francis Allais était venu pour les 150 ans du Jardin botanique et j'ai eu ainsi l'occasion de le rencontrer et il a eu la gentillesse bien, de revenir pour une conférence puisqu'il était venu en fait pour une table ronde et il n'avait pas pu prendre la parole véritablement longtemps, donc j'ai trouvé que ce serait intéressant et vraiment très important de le faire revenir étant donné le sujet qui nous préoccupe. Voilà. Alors, Francis Allais, je vais le présenter quand même brièvement. Il est professeur de botanique, émérite de botanique et de biologie. Francis Allais est également un très grand spécialiste des forêts tropicales. Et il a publié de nombreux ouvrages, donc je vais en citer quelques-uns, mais je ne peux pas les citer tous. Le monde sans hiver, en 1993, sur la forêt tropicale. Éloge de la plante, en 1999. Le radeau des cimes, alors là, il s'agit des études faites sur la canopée. Architecture de plantes, en 2004. Plaidoyer pour l'arbre, en 2005. Également aux origines des plantes. Alors là, vous avez étudié les plantes anciennes et les plantes actuelles, en 2008. Et plaidoyer pour la forêt tropicale en 2014, magnifique atlas de botanique poétique en 2016, et en 2016 encore, 50 ans d'observation des jardins botaniques du monde. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Francis Allais, je voudrais juste indiquer qu'il y a une conférence mardi prochain, qui ne sera pas organisée avec Mirabel, c'est uniquement à la ville de Metz, mais qui sera très intéressante, je pense. Je vous invite tous à prendre votre soirée du mardi pour venir accueillir Franck Vignat, qui est fondateur du collectif de défense du renard roux, et qui va vous montrer un film sur le renard et qui participera à un débat à l'issue de ce film. Et sinon, je voulais également vous indiquer que j'ai oublié chaque mardi soir, j'ai oublié de l'indiquer, j'ai organisé une exposition sur la biodiversité en milieu humide sur notre territoire. Cette exposition de 14 panneaux en plein air, située à côté de Metz-Plage, est toujours visible. Elle sera visible jusqu'en mai 2018. Et si vous avez un petit coup de blues, eh écoutez, allez vous promener au plan d'eau, et quand vous verrez ces magnifiques couleurs, ces magnifiques photographies d'arbres, l'iris des marais, la grande consoude, le bourguignonin, eh bien ça vous donnera un petit peu de gaieté, je suis certaine, pour vos journées d'hiver. Voilà. Sinon, vous êtes tous invités à participer, à venir boire un verre de l'amitié à l'issue de la conférence. Et concernant d'éventuelles questions sur la ville de Metz, je serai à votre disposition après la conférence pour y répondre. Voilà, mais cette fois-ci, ce soir, il est question des arbres, et des arbres avec Francis Allais. Je vous remercie. Bien, merci d'être venus à toutes et à tous. Mon exposé s'appelle « Un arbre tout neuf ». Mais avant de commencer à vous parler des arbres, je voudrais tout d'abord saluer la mémoire de mon ami Pelt. Il me manque cet homme-là, voilà. On était très amis, on s'engueulait souvent, hein. On n'était pas d'accord sur tout, mais c'était toujours des engueulades amicales. Il faut que je justifie ce titre d'un arbre tout neuf. C'est pas l'arbre qui est neuf, c'est la conception que nous en avons. Quand j'étais gamin, l'arbre c'était simple, c'était du bois, c'est tout. Jamais on n'aurait pu imaginer que dans la durée d'une vie humaine, ça allait devenir l'être vivant.
sensible et sophistiqué que nous avons maintenant devant nous. Donc c'est plus l'arbre de mes parents, c'est encore moins évidemment l'arbre de mes grands-parents. Mais ça ne vous étonnera pas, j'aime beaucoup les arbres et je ne songe pas un seul instant à cacher la sympathie qu'ils m'inspirent, ni l'admiration que j'éprouve pour eux depuis très longtemps. Parmi leurs nombreuses qualités, il y en a une que je voudrais mettre en avant parce qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est leur extraordinaire discrétion. Ce n'est pas des grandes gueules, ça ne vous aura pas échappé. Au point qu'ils nous rendent service en permanence, quotidiennement. Mais ils ne le disent pas. Je voudrais vous raconter cette petite histoire qui a duré 1 heure et je vais vous demander simplement d'essayer de compter le nombre d'arbres qu'il y a là-dedans. L'été dernier, à Montpellier où j'habite, il a fait très chaud, on a atteint 40 plusieurs fois. Bon, enfin, moi, ça ne me gêne pas, mais c'est vrai que c'était chaud. Alors je garde ma petite Twingo sous un micocoulier et je vais au resto, au centre-ville de Montpellier. Vous n'avez pas de cigales ici. Et je vous plains. Ça arrive. Mais nous, pardon? Elles arrivent. Oh, c'est vrai? Ben bon, c'est bien, super. Non, mais alors, j'aime beaucoup les cigales, mais quand il y en a trop, c'est trop. Il arrive un moment où ça vous serre la tête. Moi, j'ai besoin d'une aspirine. Voilà. Ensuite, je vais au resto. Un petit coca bien frais. Une salade avec l'huile d'olive, c'est normal. Une petite omelette avec des truffes. Chez nous, les truffes, je ne dis pas que c'est très habituel, mais enfin, on y a accès quand on veut. Une tarte aux pommes cannelle, un doigt de gin offert par le patron, une tasse de café avec un petit bout de nougat qui vient avec, c'est fini. Je sors mon carnet de chèques et mon bic, je signe chèque, voilà, c'est fini. Moi, j'en compte 14. Vous en aviez combien? Ah non, attendez, alors je vais vous dire lesquels je... Alors, il y a le micocoulier, ok, il y a l'olivier, il y a le chêne, sinon il n'y a pas de truffe, le pommier, le genévrier, le pin sylvestre. Qu'est-ce qui vient faire le pin sylvestre? Eh bien, c'est le papier de mon carnet de chèques. L'amandier, le saule, parce que sinon il n'y aurait pas... Bon, il n'y a plus de saule maintenant dans l'aspirine, mais la molécule a tout de même été copiée sur celle-ci. Donc 8 d'Europe, 2 d'Afrique, le colatier et le caféier, 2 d'Amérique, la coca, et l'EVA, l'arbre à caoutchouc. Pourquoi l'arbre à caoutchouc? Eh bien parce que même les petites voitures comme ma Twingo, les pneus sont en caoutchouc synthétique, mais pour des raisons mécaniques qui m'échappent un peu, le flanc des pneus est recouvert d'une couche de caoutchouc naturel, et donc on a encore besoin, même pour ces petits véhicules-là, de l'arbre à caoutchouc d'Amazonie. Attendez, il y a des endroits où on a besoin de lui. Les pneus d'avion, c'est toujours du caoutchouc naturel. Si on veut des très très bonnes performances, ça sera toujours du caoutchouc naturel. Bref. Et puis 2 d'Asie, le cannelier et le ricin. Qu'est-ce qui vient faire le ricin? Ben, si vous avez en tête la structure d'un stylo bic, vous avez une coque rigide de plastique banal, et puis dedans il y a un tube souple qui contient l'encre, et ça c'est une matière plastique végétale qu'on appelle le rilsan, et qui nous est fournie par le ricin. 14. Mais en réalité beaucoup plus que ça, parce qu'il y a l'air que je respire. Là je ne peux pas savoir quels sont les arbres, mais il y en a certainement des quantités. Et puis surtout, il y a le carburant que je mets dans ma Twingo. Alors ça, c'est probablement des centaines d'arbres dont nous ne saurons jamais les noms parce qu'ils ont disparu depuis très longtemps. C'est des choses fossiles et voilà, qui ont disparu. Bref. Mais alors s'ils nous sont tellement utiles dans notre vie quotidienne, pourquoi est-ce qu'on les déteste à ce point-là? Je ne parle pas de vous, mais au niveau mondial, excusez-moi, mais je constate que l'être humain
C'est un terrible ennemi des arbres. Je crois que c'est le seul véritable ennemi des arbres. Je n'en connais pas d'autres. L'exemple vient de haut. Jean-Paul Sartre, la nausée. Je ne sais pas pourquoi ce type n'aimait pas les arbres. Il les compare à des insectes sur le dos qui n'arrivent pas à se redresser. Il dit c'est une vie ratée. Et il dit d'ailleurs s'il y avait qu'une ou deux vies ratées ça irait, mais il y en a des millions. Attendez, vie ratée. Je ne peux pas laisser passer ça sans vous péter. Ronald Reagan, vous voyez que c'est assez éclectique mes exemples. Alors lui non plus n'aimait pas les arbres, on l'emmène voir les redwoods en Californie, il dit les séquoias donc. Et il dit bon les redwoods, quand vous en avez vu un, vous les avez tous vus. Ça prouve que ça ne l'intéresse pas parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Et puis comme nous tous, enfin, j'imagine que vous avez cette expérience, dans les années 80, il apprend que les grands arbres des forêts tropicales émettent des molécules volatiles. Et c'est vrai que là-dedans, il y a des molécules qui ne sont pas très honnêtes. Chaque essence a sa propre molécule volatile et il y en a qui émettent du méthylmercaptan. C'est vrai que ce n'est pas une molécule qu'il faut respirer abondamment. Qu'est-ce qu'il a dit, Reagan? Il a dit, ben, j'en étais sûr, les arbres, ça pollue autant que les 4x4. Fonction idiote, parce que c'est pas parce que vous avez une ou deux molécules de méthylmercaptan qui circulent que c'est vraiment de la pollution. Bon, il n'aimait pas les arbres. Le pire, c'est Beckett. En attendant Godot. Attendez, c'est pas Beckett lui-même, parce que lui était un grand amateur d'arbres, il vivait dans les arbres. On me dit qu'il sautait d'un arbre à l'autre comme les orang-outans. Mais en attendant Godot, il a un personnage qui s'appelle Estragon. Ouf, qu'est-ce qu'il dit Estragon? Un arbre, ça ne sert à rien, ça ne peut servir qu'à se pendre. J'ai trouvé ça trop rude. Voilà. À Montpellier où j'habite, rugissement de tronçonneuse et les platanes de l'avenue de Lodève, ils tombent. C'est pour faire passer un tramway. Bon, en principe, je suis plutôt pour les tramways, sauf qu'on ne l'a pas fait passer là, finalement. Donc, qui c'est qui paye pour l'abattage des arbres et qui c'est qui paye pour replanter des platanes aux endroits où on les a coupés? C'est nous. Là-dessus, j'arrive au Gabon avec Luc Jacquet, l'homme de la marche de l'empereur. Rugissement de tronçonneuse, des arbres énormes qui tombent. Et là, au moins, la démarche, elle est facile à comprendre. L'arbre, c'est la matière première d'un négoce, donc c'est très rentable. C'est très, très rentable. C'est des forêts naturelles, donc ils n'ont pas eu besoin de planter les arbres. Ils n'ont pas eu besoin de les dresser, de les élever comme on fait ici. Ils sous-payent leur manœuvre, enfin bref. C'est assez terrible, je voudrais dire un mot de ça parce que c'est mon quotidien, puisque je fréquente les forêts tropicales. Quand j'étais gamin, les grandes îles, Sumatra et Bornéo, c'était des réserves énormes de grandes forêts primaires, enfin. Et oui, intactes. Il n'y en a plus, il n'y a plus de forêt. C'est terminé. Il y a des forêts secondaires et l'essentiel est remplacé par des palmiers à huile et des arbres à caoutchouc. Et le Mato Grosso, c'est-à-dire la rive sud du bassin d'Amazone, alors là, c'est plus un arbre à perte de vue, c'est du soja. La forêt a été entièrement détruite pour mettre du soja, c'est-à-dire des millions d'espèces animales et végétales remplacées par une espèce. L'être humain va payer ça tôt ou tard. Et il y a encore 4 ou 5 ans, il y avait la grande île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie, qui était une réserve fastueuse, magnifique, bourrée d'arbres endémiques et d'espèces animales endémiques. Eh bien, si vous avez l'occasion de voir un film qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle « Frères des arbres », c'est tourné sur la déforestation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et vous apprenez là-dedans que c'est maintenant le pays du monde qui exporte le plus de bois tropicaux. Donc c'est virtuellement foutu, voilà. Bon, j'ai
Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un chantier d'abattage sur les tropiques, mais je tiens à manifester une fois de plus ma réprobation. À chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression d'assister à un viol. C'est un viol de la forêt. C'est quelque chose d'impardonnable, d'insoutenable. Et tout ça, c'est pour vendre du bois, alors que dans un pays comme le nôtre, c'est des coupeurs de bois français, hein, alors que dans un pays comme le nôtre, nous produisons du bois. Moi, je sais que si j'étais producteur de chêne, je serais profondément énervé par le fait qu'on fait venir du bois des tropiques beaucoup moins cher que ce que je peux faire personnellement avec les chênes. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là. Les raisons des abattages illégitimes, ça m'intéresse. Je ne peux pas parler de Metz puisque je ne connais pas, mais je vais vous parler de Montpellier. Le maire fait abattre des arbres et il nous dit, heureusement que j'étais là, ces arbres, ils étaient creux, ils étaient dangereux, ils étaient malades et ils allaient nous tomber dessus. Bon, moi je vais voir les arbres une fois coupés. Certains étaient creux, mais vous savez, un arbre creux, c'est pas du tout dangereux, c'est pas du tout moins solide qu'un arbre plein. Ils n'étaient pas malades, ils étaient en parfaite santé. Et j'en déduis que quand on veut couper un arbre, on ne donne pas les vraies raisons. Et alors du coup, je me suis intéressé aux mauvaises raisons. Et la plus drôle que j'ai trouvée, c'est Paul Claudel. Paul Claudel était un grand ami des arbres et il avait un voisin qui avait un tilleul magnifique. Et puis un matin, le tilleul est par terre. Alors Claudel, il va voir le voisin et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous reprochiez à ce tilleul superbe ?» Et le gars répond « Il faisait de l'ombre à mon gazon. » Et non, mais attendez, et il était infesté de rossignols. Bon, j'en déduis que les raisons qu'on donne ne sont pas les vraies. Eh bien, je crois que je comprends pourquoi. Parce que les raisons réelles, elles sont laides. Encore une fois, je ne parle pas de vous. Si vous êtes là, ça ne vous concerne pas. Mais je regrette de devoir dire qu'au niveau mondial, les maîtres mots de la relation de l'homme à la nature, maîtriser, dominer, soumettre, soy yo el macho. Et c'est du machisme à l'état pur. Mais attendez, si vous coupez un arbre qui ne se défend pas, qui ne se plaint même pas, et en plus une fois qu'il est tombé, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent en vendant le tronc, moi j'appelle ça du machisme. Et je crains de le dire, c'est au cœur de nos relations avec la nature. J'ai des doutes sérieux sur le primate humain, je vous le dis tout de suite. Je ne vise pas un tel ou un tel. D'ailleurs, c'est très curieux parce que individuellement, on peut être très sensible et très intelligent. C'est le comportement collectif qui me dégoûte. Collectivement, on est d'une stupidité absolue. Vous allez dans les écoles forestières, ça m'arrive souvent. On vous apprend que un arbre, si vous ne le taillez pas, il va s'étouffer et mourir. Texto. Une forêt, si vous ne l'exploitez pas, elle va s'étouffer et mourir. C'est assez drôle parce qu'il y a des forêts, des arbres et des forêts sur cette planète depuis le Dévonien, 350 millions d'années. Nous, on a 150 000 ans à tout casser. On se demande comment faisaient ces pauvres plantes pour vivre sans nous. Je trouve ça incroyable. En plus, ces leçons-là, elles sont faites également dans les pays tropicaux qui vivent de leurs forêts. C'est bien normal que les gens coupent les arbres après. Il ne faut pas s'en étonner. Bon, ceci étant, ne perdons pas de vue qu'il y a un réel problème avec la sécurité des arbres en ville. Et là, je crois qu'il importe de refuser toute trace d'intégrisme. Si un arbre est véritablement dangereux, moi, je serais le premier à le couper. Il n'est pas là pour nous tomber dessus, il n'est pas là pour nous tuer. J'imagine que dans la région, vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé le 6 juillet 2001 à Strasbourg. Un grand arbre qui tombe sur une foule réunie à l'occasion d'un concert, je crois. 11 morts. Bon, ces choses-là, il ne faut plus que ça se produise, c'est vrai.
Et donc, la bonne question, c'est comment faire pour que les arbres en ville ne soient pas dangereux. C'est assez simple. Il suffit de ne pas les tailler. On taillait le bois mort, très bien. Mais tailler des branches vivantes, c'est le meilleur moyen pour rendre les arbres dangereux. Il y a une idée reçue dont il va falloir qu'on se débarrasse collectivement, c'est l'idée que pour rajeunir un arbre, il faut le tailler. C'est une idée que je trouve dans la France entière et dans beaucoup de pays. C'est tout simplement faux, ça le rend dangereux. Comment éviter d'avoir à le tailler? Il suffit de, quand on le plante, il est petit quand on le plante, il faut se documenter sur le gabarit qu'il aura dans la partie aérienne et dans la partie souterraine, et si on lui laisse la place suffisante, il n'y aura pas besoin de le tailler. Et donc il ne sera pas dangereux. Là aussi, je vais aux espaces verts à Montpellier, et je dis aux techniciens qui sont là, pourquoi vous taillez les arbres? Ouf. Ils n'aimaient pas trop ce genre de questions. Donc ils ont fait un conciliabule. Au bout d'un quart d'heure, il y en a un qui est venu me dire, nous taillons parce que nous avons toujours taillé. J'ai rien eu de plus efficace. Il va falloir arrêter. Voilà. Ça va peut-être vous paraître subversif, mais moi je ne vois pas de différence entre tailler la grosse branche d'un arbre vivant, une grosse branche vivante, et tailler la patte d'un chien. C'est pareil. Alors il y en a un qui crie et l'autre pas, ok. Mais sinon c'est pareil. C'est-à-dire que dans les deux cas, la surface de coupe, ça va être un point d'entrée pour des parasites et des pathogènes, et donc 6 mois après, que ce soit l'animal ou l'arbre, ils sont malades. Et donc il est possible qu'ils meurent même. En tout cas, s'ils sont en très mauvais état, on ne va pas manquer de les couper si c'est des arbres. Frédéric Ségur, qui dirige les arbres du Grand Lyon. Lyon, c'est une ville où ça se passe apparemment vraiment bien. Il y a quelques villes en France. Il y a Lyon, il y a Bordeaux également. Nantes, oui. Il y a quelques villes où ça se passe bien. Frédéric Ségur me dit que 80% des maladies des arbres en ville sont des conséquences des tailles. Donc voilà, tailler l'arbre, tailler les branches vivantes, c'est le meilleur moyen pour le rendre dangereux et pour le rendre malade. Alors nous avons de très nombreuses raisons de planter des arbres en ville, tout le monde les connaît. Bon, ici il ne fait pas très chaud l'été, pardon. Mais, pardon. En tout cas, chez moi, il fait très chaud l'été, on est bien content d'avoir des arbres pour se mettre à l'ombre en juillet-août. Et puis c'est aussi des pare-bruits, des coupe-vents, donc on a d'innombrables raisons d'avoir des arbres. Moi, ça m'est arrivé de voir des villes sans arbres, c'est une image de l'enfer, je ne veux pas habiter là. Alors je voudrais juste rajouter une raison d'avoir des arbres. Vous êtes devant un grand arbre. La bonne question à se poser, c'est d'où sort la matière de cet arbre? Supposez qu'il ait 2 siècles. Eh bien, vous savez très bien que 2 siècles avant, il n'y avait rien. Il y avait une graine, peut-être. Donc, il est légitime de se demander d'où ça sort. Quand je pose la question à mes voisins, à mes amis à Montpellier, ils sont presque unanimes, ça sort du sol. Bizarre, ça ne sort pas du sol du tout. Remarquez que j'ai vu des BD, il n'y a pas très longtemps, où les arbres poussent effectivement un peu comme du dentifrice qui sort d'un tube que vous appuyez, vous voyez, ça sort comme ça d'en bas. Non, il faut laisser tomber cette idée-là. Un arbre, c'est de la pollution rendue visible. C'est de la pollution atmosphérique rendue visible par cet extraordinaire mécanisme de la photosynthèse. C'est donc une usine d'épuration, un arbre. Et c'est peut-être la plus importante de ses fonctions dans nos villes. Épuration gratuite. Alors que si on faisait des usines d'épuration atmosphérique, elles ne seraient sûrement pas gratuites. Et puis celle-là, on y ferait attention parce que c'est nos usines qui seraient assez bêtes pour couper les arbres qui assurent cette magnifique épuration atmosphérique gratuite. Bon, enfin bref. Il y a beaucoup à dire sur ces choses-là. En tout cas, c'est une raison supplémentaire d'avoir des arbres en ville et d'y faire attention. Alors, concernant l'arbre tout neuf, je voudrais vous dire quelques mots d'une manière... Oh, ça va là, non? Ce que je voulais vous dire, excusez-moi,
Je vais vous reprendre le micro. C'est le micro qu'on va passer à la salle après. Comme celui-là? Oui, j'ai peur que les piles se déchaînent. Là, il n'y a pas de fil. Ouais, je voudrais vous montrer en quelques minutes ce qu'on appelle l'architecture de l'arbre, qui est quelque chose d'assez récent, mais qui marche bien. Il faut d'abord que je resitue ça dans le contexte. Lorsque j'étais étudiant, c'est pas récent, hein, mais enfin ça tient dans la vie d'un homme, on m'avait appris que pour identifier une plante, il fallait ses organes sexuels, c'est-à-dire les fleurs, ou les fruits, ou encore mieux, les deux. Quand je suis sorti de mes études, j'étais un botaniste linnéen, parce que c'est Linné lui-même qui nous a mis dans la tête que les plantes, il fallait les étudier en commençant par les organes sexuels. Bon, ok, j'étais linnéen. Juste après mes études, j'arrive en Afrique équatoriale et je fais mes premiers pas dans une forêt tropicale humide. Pas de fleurs. Pas de fleurs du tout. À la limite, quelques fragments de fleurs au sol, ça tombe de la canopée, sans doute picoré par des perroquets ou des singes, mais je ne sais même pas de quel arbre ça tombe. Et je me dis alors, mais on ne peut pas identifier les plantes dans ces forêts puisqu'il n'y a pas de fleurs. Je n'oublierai jamais le service que m'a rendu un chef baoulé en Côte d'Ivoire centrale, dans un village. Je lui dis, chef, comment vous appelez ce grand arbre là-bas? Bah, il me dit, c'est un framiré. Mais j'ai dit, chef, comment vous savez que c'est un framiré? Vous avez vu ses fleurs? Ça l'a fait rire. Il m'a dit, mais un framiré, ça n'a pas de fleurs. J'en sais rien s'il a des fleurs. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On voit bien que c'est un framiré. Et puis il m'a dit, d'ailleurs, regarde, ça c'est un abalé, ça c'est un dabéma, ça c'est un moabi, etc. Et effectivement, c'était des silhouettes différentes. Alors ce type-là, c'était un excellent botaniste, mais il n'était pas linnéen du tout. Et dans le fond, c'est ça que je voudrais vous montrer, qu'on peut identifier les arbres sans les fleurs. C'est d'une extrême simplicité. En fait, il n'y a besoin que d'avoir des yeux, c'est tout. Et il faut, ouais, attendez, il faut tout de même un entraînement de l'œil. Mais ce n'est pas du tout compliqué. 1, 2, 3, 4, c'est la position des branches sur le tronc. En 1, c'est une distribution parfaitement régulière des branches sur le tronc, c'est-à-dire à chaque feuille du tronc correspond une branche. En 2, c'est beaucoup plus fréquent ici, les branches ne sont pas à disposition régulière, elles sont à disposition rythmique, c'est-à-dire qu'on a des étages de branches. Si vous avez dans l'œil la silhouette d'un pin ou d'un sapin, vous avez certainement remarqué que les branches ne sont pas régulièrement réparties sur le tronc, elles sont en étage. C'est dû au fait qu'il y a un hiver chez nous. Voilà. 3, je passe parce que c'est assez rare. 4, par contre, c'est assez fréquent, c'est pas de branche du tout. Un cocotier, c'est comme ça. Une fougère arborescente, c'est comme ça. C'est des arbres qui n'ont pas de branches. 5, 6, 7, c'est l'orientation des branches dans l'espace. En 5, elles sont horizontales. 6, elles sont en biais, c'est assez rare. 7, par contre, c'est très fréquent, c'est des branches à croissance verticale. Alors vous allez me dire, c'est extrêmement facile de voir si une branche est horizontale ou verticale. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que le bois est un matériau souple, plastique, et que si le bras de levier est très très grand, même le bois, il va plier. Ayez dans la tête l'image d'un vieux pin. Les branches les plus basses, donc les plus proches de vous, elles sont horizontales, elles sont parfois même un peu plus basses que l'horizontale. Donc on a tendance à se dire, ça c'est des branches horizontales. Non, désolé, elles sont verticales. Parce que si vous les voyez en mai-juin, toutes ces branches vont donner des pousses vertes, parfaitement verticales, y compris celles qui sont en bas. La réalité, c'est que pour connaître l'architecture d'un arbre, il faut regarder uniquement les structures jeunes. Parce que le bois est un matériau plastique, voilà. Quant à 8 et 9, je crois c'est ce qu'il y a de plus simple. 8, c'est une floraison apicale. Or, la floraison apicale sur un axe, sur une tige, c'est exactement comme si vous preniez un sécateur et que vous coupiez la tige. Elle ne poussera plus.
C'est exactement pareil qu'une section de l'apex. La plante peut pousser, mais il va falloir imaginer des relais. Voilà. Par contre, en œuf, la sexualité est latérale, et donc ça n'influe absolument pas sur la poursuite de la croissance, ça n'impose pas de ramification, et ça va donc donner des choses très différentes. Voilà, l'état des caractères architecturaux, c'est évidemment d'une très grande simplicité. Attention, comment peut-on expliquer l'architecture de tous les arbres? On a 100 000 espèces sur cette planète pour l'instant. C'est un chiffre assez variable parce qu'il y a plusieurs centaines d'arbres qu'on découvre chaque année. Mais enfin, pour l'instant, c'est aux environs de 100 000. Comment peut-on expliquer 100 000 espèces à partir d'un schéma aussi simple que ça? Il ne faut pas perdre de vue que c'est les éléments de base d'une combinatoire. Vous pouvez combiner ça. Et vous savez que les combinatoires, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'éléments à la base pour obtenir un nombre de combinaisons absolument astronomique. Alors c'est ce qui se passe ici. Plusieurs centaines ou milliers de combinaisons possibles entre tout ça. Plutôt qu'une combinatoire, on pourrait parler d'une grammaire. Ça se conjugue comme on veut. Certainement plusieurs milliers de combinaisons possibles. Et la réalité, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça dans la nature. On en est à 24. 24 modèles architecturaux, c'est-à-dire 24 programmes de croissance et de développement des arbres, fondés sur ces observations-là. Regardez un, par exemple, en haut à gauche, une croissance verticale, des branches à répartition rythmique et une sexualité, il faut une floraison terminale. Ça nous donne le modèle de Lowenberg. Et évidemment, comme il y a 24 modèles pour 100 000 espèces, vous comprenez que le même modèle va être utilisé par un très grand nombre d'espèces d'arbres. C'est vrai que là, ça se compte par centaines. Modèle de Massard, un botaniste belge qui a étudié ces plantes-là. Pour moi, le plus beau, c'est 2, le fromager, un grand arbre tropical, avec des étages de branches horizontales, mais si le fromager vous dit rien, si vous avez dans l'œil un sapin, c'est comme ça que ça pousse aussi. Tout le monde connaît la muscade, j'imagine, mais l'arbre qui l'a produit, c'est moins connu. Il est en 3 ici. Voilà, c'est un petit arbre indonésien, des sous-bois indonésiens, qui relève du modèle de Massard. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a aucune espèce de parenté entre l'arbre qui produit la noix de muscade et le sapin, ou entre le sapin et le fromager qui est au milieu, qui est une malvacée, aucune espèce de parenté. Ça n'empêche pas ces plantes de pousser avec le même programme de croissance et de développement. Il serait totalement inefficace et même à la limite absurde d'essayer de regrouper les plantes qui ont le même modèle architectural parce que ça amènerait à réunir des plantes qui n'ont aucune parenté. Ça ne traduit pas une parenté. Je vous en montre encore un, puis ça suffira. Le modèle de Troll, un grand botaniste allemand qui est mort il y a quelques dizaines d'années, mais enfin il a laissé une place impossible à combler. Le modèle de Troll, c'est d'abord le modèle architectural le plus fréquent au niveau mondial. Il est très facile à reconnaître parce que toutes les branches qui ont des feuilles sont horizontales. Si vous avez dans l'œil la croissance d'un tilleul, la croissance d'un hêtre, si vous pratiquez le jardinage, vous connaissez sûrement le genre cotonéaster. Voilà, tout ça c'est des modèles de Troll. Et alors là, ça se compte par milliers, les espèces qui se conforment à ce modèle-là. Dans toutes les régions du monde d'ailleurs. Alors, en voilà 12, puis je vous montre les 12 autres après. Avant d'aller plus loin, il faut constater qu'il y a des formes très simples. Par exemple, en haut à gauche, le modèle de Holtum, le modèle de Corner, le modèle de
Tomlinson au milieu, c'est des formes très simples. Ça ne coûte pas cher à édifier. Et par conséquent, le raisonnement vous amène à penser que ces plantes-là, cette forme de plante-là plutôt, ça va être parfaitement compatible avec l'Europe, avec les latitudes moyennes, 45, 46, 47 degrés, où l'énergie incidente n'est pas énorme, excusez-moi. Par contre, il y a aussi des modèles très compliqués, très lourds, très coûteux en énergie, le modèle de Prévost, Fagerling, Koriba, etc. Ça, on peut prévoir que c'est uniquement tropical. Parce que ça coûte très cher en énergie à édifier, et donc il faut que l'énergie soit énorme. C'est ce qui se passe aux très basses latitudes. Voilà les 12 autres. Bon, ben, le modèle de Bell, très très simple, en bas à droite là, ça c'est typique de nos régions. Par contre, le modèle d'Aubréville au milieu en haut, on ne le trouve pas en dehors des tropiques. C'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est trop coûteux en énergie. J'attire votre attention sur le modèle de Rao ici, parce qu'il est d'une extrême importance. Tous les chênes, toutes les espèces du genre Quercus, toutes les espèces du genre Pinus, tous les peupliers sont construits sur le modèle de Rao. Bon, mais je ne vais pas vous embêter plus avec les modèles parce que ça intéresse les systématiciens et les généticiens. Mais je crois... Oui. On a deux sortes d'arbres. Les arbres unitaires, c'est pas compliqué, ils ont un modèle architectural et leur croissance, c'est juste le modèle architectural qui s'accroît. Regardez en 3 le grand Araucaria qui est là. Voilà une plante unitaire. C'est un vrai bonheur pour les informaticiens parce que c'est très facile de régler la machine pour qu'elle dessine ça. Dans le fond, il y a un modèle et il suffit de le dérouler. Alors, ces plantes unitaires, elles sont très belles. Elles ont une simplicité qui nous convient sur le plan esthétique. Et c'est pourquoi elles sont très souvent utilisées en ornementation. L'araucaria qui est là au milieu, vous le voyez très abondant dans les belles propriétés de la Côte d'Azur, par exemple. Et ces plantes unitaires, ces arbres unitaires, ils ont tout de même pas un défaut, mais disons une limitation, c'est qu'ils vivent peu de temps. Ils vivent peu de temps. Un palmier, ça vit 1 siècle. Un araucaria comme ça vit peut-être 3 siècles. Vous allez me dire, c'est pas si mal. Mais non, c'est rien du tout par rapport à la vie des arbres modernes. Ça, c'est des arbres anciens. Les collègues botanistes qui s'occupent des fossiles, ce qu'on appelle les paléobotanistes, ils ne voient que des plantes unitaires. L'autre possibilité, elle n'est pas encore inventée. Alors, je vous montre d'abord quelques plantes unitaires. Ça, c'est l'Araucaria d'Australie. Ça, c'est du palmier, c'est typiquement unitaire. Vous savez que si vous coupez le tronc d'un palmier, il n'y aura même pas un rejet. C'est totalement unitaire. Mais c'est très beau. Voilà, moi je trouve ça absolument magnifique. Mais encore une fois, ça ne vit pas très longtemps. Regardez un arbre unitaire quand il est jeune, et le voilà quand il est vieux. Eh bien, il n'a pas changé de forme. C'est juste le même principe qui se déroule. Alors ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un petit rejet sur un tronc de chêne vert. Il n'y a pas plus banal que ça. C'est le charme de mon métier de botaniste. C'est que si on arrive à se retirer le scotch des habitudes qu'on a sur les yeux, on a devant nous là un phénomène extraordinaire. Ça, c'est un jeune arbre qui pousse sur un vieil arbre. Il va falloir s'habituer à cette idée dérangeante qu'un jeune arbre est capable de pousser sur un vieil arbre. Et à ce moment-là, il n'est plus unitaire. Ce n'est pas une graine qui germe. C'est un bourgeon qui dormait et qui s'est réveillé. Alors c'est véritablement un petit arbre. Ce qu'on appelle maintenant une réitération, le terme vous est peut-être familier.
il y a un tronc, bien sûr, enfin une tige, disons, on le voit bien, il y a des feuilles, pas de problème. La question se pose de ses racines. Eh bien, si vous prenez un scalpel bien affûté et que vous retirez les tissus morts, parce que tout ça c'est mort, hein, vous grattez sous les tissus morts, eh bien vous allez trouver les racines. Voilà mon petit rejet ou la petite réitération. Là, on n'y a pas touché, on s'est contenté de le laisser pousser, il donne un chêne. Avec le modèle architectural des chênes et la position des fleurs, elle est correcte, donc c'est bon. Au milieu, c'est plus intéressant. On a gratté et on trouve le système racinaire. Au niveau le plus humide, c'est-à-dire aux environs du cambium, bon, peu importe, c'est un terme technique qui n'est pas tellement utile, quand vous creusez, à petite distance sous le liège, il y a une zone très humide. C'est bien normal que le système racinaire de cette jeune plante se développe à ce niveau-là. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose d'assez étonnant, c'est que cette jeune plante, elle est parasite sur celle qui la porte. Elle n'est pas totalement parasite puisqu'elle a des feuilles. Elle serait à comparer à un gui. C'est-à-dire que l'assimilation chlorophyllienne lui assure sa ration d'énergie, il n'y a pas de problème. Mais elle est parasite en ce qui concerne l'alimentation en eau. Ça, c'est entièrement pris sur l'arbre qui le porte. Ce côté parasitaire peut vous gêner, mais je voudrais vous faire remarquer que nos anciens, nos ancêtres, ils avaient parfaitement compris ce côté parasitaire. Regardons les noms qu'on donne à ça dans les différentes langues européennes. En France, on parlait souvent de gourmand. C'est déjà significatif. Les Anglais, ils disent sucker. Sucker, c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Hein. Les Italiens, ils disent succhione. C'est pareil, c'est un très bon appétit, voilà. Le plus étonnant pour moi, c'est l'espagnol. Chupon. Chupon, c'est le goinfre. Et donc, alors, quoi qu'il en soit, ils avaient très bien compris, nos anciens, que c'était parasitaire. Ça ne va pas le rester très longtemps, parce que les racines vont pousser très vite, et notamment celles qui vont vers le bas. Celles d'en bas vont pousser très vite et atteindre le sol très rapidement, en quelques semaines, en quelques mois maximum. L'alimentation en eau ne se fait plus aux dépens de l'arbre qui le porte, mais directement aux dépens du sol, donc ça n'est plus parasite. C'est la raison pour laquelle j'ai rajouté cet arbre fruitier indonésien, Gnetum, parce que là, il n'y a pas besoin de disséquer quoi que ce soit, on voit les réitérations, là il y en a une, là il y en a deux, et il n'y a pas besoin de gratter, vous voyez les racines. Elles sont cachées derrière le liège, mais il est très facile de les voir. Ces arbres-là, vous voyez, ne sont plus unitaires, ils sont coloniaires. Ce sont des colonies. Des colonies au sens qu'on donne à ce terme pour un récif de corail, par exemple. Vous savez qu'un récif de corail, c'est quelque chose d'énorme, qui n'a pas de limite, mais qui est fait d'un nombre astronomique de petits individus côte à côte qui sont des polypes. L'avantage de cette structure coloniaire, c'est que la plante devient pratiquement immortelle, alors que les unitaires vivaient peu de temps. Ça, c'est des plantes qui vont vivre très très longtemps. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je voudrais juste vous donner quelques précisions sur ce qu'on appelle les trognes. Je ne crois pas qu'il y en ait ici, je ne sais pas. Si, peut-être. C'est habituel. En tout cas, dans l'ouest, Poitou-Charentes, Bretagne, c'est extrêmement habituel. On taillait les arbres à hauteur d'homme et tous les 3-4 ans, on coupe les réitérations qui apparaissent en haut. Et donc ça nous fait du bois de feu, des fagots, de l'aliment pour le bétail, etc., etc. C'est une très bonne pratique. Nous avons appris des choses très très intéressantes récemment sur ces trognes. C'est d'abord que le bois devient précieux. Les arbres qu'on utilise pour ça, c'est pas du très bon bois. Des saules, des frênes, parfois des chênes, mais généralement c'est plutôt des bois légers. Pas beaucoup d'intérêt comme bois, mais une fois que vous l'avez trogné,
l'arbre, il devient précieux. En Poitou-Charentes, on me dit qu'il faut les garder la nuit. Sinon, on vient vous les voler. Une bagnole avec une grue, ils amènent la trogne et ils partent avec. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Eh bien, ils font des tableaux de bord de voitures de luxe. Ce qu'on appelle la ronce. Si vous avez ça dans l'œil, la ronce, c'est criblé de petits trous, enfin pas de trous, de petits ronds de bois dur. Eh bien, c'est tout simplement les systèmes racinaires de chacune des réitérations qui sont en haut. Attention, ce n'est pas des branches, comme le croient souvent les gens qui font des trognes, c'est des troncs. Et alors donc, c'est l'accumulation de ces systèmes racinaires, année après année, qui donne au bois sa très grande valeur. On nous apprend aussi que les arbres en question, ils voient leur longévité multipliée dans des proportions énormes. Un arbre qui pourrait vivre 1 ou 2 siècles, eh bien, il va pouvoir vivre 800 ans, parce qu'il est trogné. Voilà, ça change tout. Bon, c'est des découvertes toutes récentes. Un mot sur celui-ci. Si vous avez un érable, le genre acère, vous coupez une branche d'érable et vous voyez très rapidement sortir un érable. La réitération ici est parfaitement facile à voir sur ce genre-là. Voilà, je vais passer. Voilà, je vous montre quelques arbres colonnières. Ça, c'est en Amazonie, enfin, c'est en Guyane française exactement. Et la réitération, elle est là, mais elle est encore assez timide, assez maladroite, de sorte qu'elle est très visible. Vous remarquez qu'il y a la réitération, donc je voudrais la définir comme une nouvelle copie du programme de croissance et de développement de la plante. Là, il y a une dizaine de copies de ce programme, et s'il n'y avait pas toutes ces copies, la photosynthèse se limiterait au petit plumeau qui est en haut. Et donc ça serait évidemment beaucoup moins efficace sur le plan de l'assimilation chlorophyllienne. Il faut comprendre que la réitération, la possibilité pour les modèles architecturaux de se pousser les uns sur les autres, c'est un énorme progrès. Et c'est la raison pour laquelle les paléobotanistes, ils ne les trouvent pas. Parce qu'ils ont affaire à des plantes archaïques. Ça, c'est la forme moderne de croissance des arbres. Un chêne à gauche, un méranti à droite, ça pousse de la même façon. Dans les deux cas, ça commence par un modèle architectural, ici et là, et puis assez rapidement, ils se poussent les uns sur les autres, et une fois que le phénomène est enclenché, l'arbre adulte devient une énorme colonie de ces réitérations, et chacune d'entre elles a un système racinaire. Comme on le voit en deux ici, ce n'est pas toujours des racines individualisées, comme on le voyait sur les photos précédentes. Ça peut être tout simplement une couche de bois. Mais ça revient au même. Regardez cet arbre quand il est jeune. Ça, c'est une rhamnacée, c'est-à-dire les bourdaines, les nerfs bruns, les palliures. Bon, vous avez sûrement ça ici. Le voilà quand il est jeune, une structure très simple, un tronc vertical et des branches horizontales, et le voilà quand il est adulte. Alors là, c'est une formidable colonie, ça n'a plus rien à voir avec les plantes unitaires de tout à l'heure. Là, c'est pas par centaines, c'est pas par milliers, c'est par centaines de milliers que s'est fait la multiplication des modèles architecturaux, toujours le même, bien sûr, les uns qui se poussent les uns sur les autres. Alors ça prend une durée de vie énorme. Je me suis beaucoup intéressé depuis le début à l'âge qu'atteignent les arbres. Excusez-moi, ça fait un peu Guinness. Mais c'est intéressant parce que ceux qui vivent le plus longtemps sont des arbres coloniaires. Il y a quelques années, les arbres les plus anciens, c'était les Pinus longeva de Californie, c'est-à-dire pas les séquoias qui poussent au bord de la mer, mais des petites montagnes un peu comme les Cévennes en arrière de la côte. Il y a là des Pinus longeva qui ont 5000 ans. 5000 ans, c'est pas mal, hein, c'est l'âge des pyramides d'Égypte. C'est-à-dire que quand Pharaon édifiait son tombeau,
ces arbres-là, ils germaient. Bon, mais c'était un record provisoire. On est passé à 10 000 ans, à 15 000 ans, à 30 000 ans. Maintenant, on en est à 43 000 ans. Mais c'est un record provisoire aussi, parce que comme il y a entre différents pays une véritable compétition à qui aura l'arbre le plus vieux, ça va être dépassé. 43 000 ans, c'est le houx royal de Tasmanie. Et il faut savoir que quand un arbre devient très vieux, il se change en clone. Le houx royal de Tasmanie, c'est 3 km de troncs, de petits troncs, enfin de petits arbres, côte à côte, le long de la rivière Bathurst. Et il a fallu un test génétique pour affirmer que tout ça est sorti d'une seule graine. Le mécanisme, c'est des drageons, c'est-à-dire des réitérations qui sortent des racines. On dispose maintenant d'une trentaine d'arbres qui sont potentiellement immortels. C'est aussi une idée un peu dérangeante qu'un être vivant puisse être potentiellement immortel. Attention, potentiellement, c'est toujours facile de tuer un arbre. Une tronçonneuse, un bidon d'essence, je ne sais pas quoi, c'est très facile de tuer un arbre. Potentiellement immortel, ça veut dire que si vous le maintenez dans des conditions optimales, dans tous les domaines, aériens, souterrains, plantes, animaux, etc., eh bien, il va manifester son immortalité sans aucun complexe. Il n'a pas de raison de mourir, pas de raison interne de mourir, pas de programme de sénescence, comme nous avons, nous, pauvres êtres humains. Oh oui, ça m'a donné envie de vous montrer ce document-là, qui a trait à la timidité des arbres. Là aussi, on a une centaine d'espèces maintenant qui sont timides, mais pas beaucoup, c'est pas beaucoup sur 100 000. C'est des arbres qui ne veulent pas se toucher. Vous les mettez en plantation pure, et bien ils ne se touchent pas. C'est la figure d'en haut. En bas, les arbres sont devenus très grands, très vieux, très gros. Ils restent timides par rapport à leurs voisins, mais en plus, il y a une timidité qui apparaît dans leur couronne, et ça va bien avec l'idée qu'un très grand arbre, c'est une colonie monospécifique, dans le fond. Ce qui est un peu énervant, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça sert, et on ne sait pas comment ça marche. Et j'ai très envie d'être à nouveau sur le terrain pour reprendre cette question-là. En tout cas, c'est très beau. Si jamais vous avez l'occasion d'aller au Cap d'Antibes, l'INRA a un très beau jardin au Cap d'Antibes qui s'appelle la Villa Turet. Et je peux vous dire qu'il y a quasiment en permanence des équipes de télévision venant de beaucoup de pays. Ils viennent filmer la timidité sur les pins de la Villa Turet. Une très grande beauté. Voilà l'arbre adulte, là c'est un Vauquisia de Guyane. L'arbre adulte, il devient timide à l'intérieur de lui-même. Alors si vous mettez en compétition un arbre unitaire, ici à gauche, et un arbre colonnière, à droite, c'est toujours l'arbre colonnière qui va avoir le dessus. L'expérience a été faite à de nombreuses reprises, et dans le fond, c'est facile de comprendre pourquoi. L'arbre a besoin d'énergie, bien sûr, puisque c'est une plante. S'il y a un chablis, c'est-à-dire un trou dans la forêt, un arbre qui tombe, donc localement, un très gros apport d'énergie, l'unitaire, il ne va pas pouvoir en tirer parti, parce qu'il est coincé dans son programme génétique de développement qui est unique. Et donc il n'en profite pas. Tandis que le colonnière, lui, il va envoyer des réitérations vers cette source d'énergie, et il aura donc toujours le dessus. C'est un dessin fait en Pologne, à Białowieża. Il est important de comprendre que dans ces arbres colonnières, les différentes parties de la colonie n'ont pas forcément le même génome. On retrouve ça d'ailleurs dans le récif de corail. Peut-être l'éteindre. Je sais pas. Bon, c'est pour que vous voyez cet érable qui a des feuilles, une branche rouge. Eh bien, si vous prenez un bourgeon sur cette branche rouge et que vous le greffez sur un érable tout venant, vous fabriquez une variété rouge d'érable.
Donc le polymorphisme génétique des colonies arborescentes, ça a été utilisé avant d'être conceptuellement bien compris. Oh non, attendez, je presse. Ça après. Alors, dans le domaine des arbres tout neufs, je voudrais vous introduire à cette notion-là, qui est une comparaison entre une structure centralisée et une structure décentralisée. Mais pour ça, j'ai besoin de remonter jusqu'à l'être humain. Nous avons une structure centralisée. Nous avons une centaine d'organes, et chaque organe est bien individualisé et il a sa propre fonction. Un hémisphère du cerveau, un foie, un intestin, un testicule, je ne sais pas, tout ça, ça a des fonctions différentes et c'est des organes distincts, pas de mélange et pas d'intermédiaire. Et donc nous étions assez fiers de ça, puisque chaque organe ayant sa fonction, ça prouve que nous avions beaucoup de fonctions. Et depuis Goethe, nous savons que les plantes, elles n'ont que 3 organes. Tige, racine, feuille. Pas la peine d'en chercher d'autres. Il y en a beaucoup qui ont essayé, mais tout dans les plantes, même les plus grandes, tout peut se résoudre en tige, racine, feuille. Donc, comme elles avaient très peu d'organes, on est parti sur l'idée qu'elles avaient très peu de fonctions. Donc ça justifiait le mépris évident dans lequel nous avons tenu les plantes pendant longtemps. Alors c'est faux. Non seulement ils ont toutes nos fonctions, mais ils en ont même plus que nous. Un arbre, ça n'a pas de squelette, ça n'empêche pas d'être rigide. C'est une autre solution, mais le résultat est le même. Ça n'a pas cette pompe cardiaque, ça n'a pas de cœur, mais il n'empêche qu'il y a une circulation montante et une circulation descendante. Ça se fait par un autre moyen que chez nous, mais c'est tout aussi efficace. Pas de poumons, mais ça ne les empêche pas de respirer. Pas de tube digestif, pas de bouche ni d'anus, ça ne les empêche pas de digérer et même d'émettre des excréments. C'est un autre problème, mais enfin maintenant c'est un problème qui est résolu. Pas d'œil, ça ne les empêche pas de voir. Vous faites pousser une plante dans une enceinte opaque avec juste un trou. La lumière rentre par ce trou, eh bien la plante va aller directement vers le trou. Remarquez que comme la lumière constitue leur source de nourriture, il est évident que la plante elle est capable de voir d'où vient la lumière, sinon ça ne marcherait pas. Pas d'oreille, mais ça reste pour moi un grand moment, l'arrivée dans un jardin botanique en Chine tropicale, le Yunnan. Le patron du jardin me dit « Connaissez-vous la plante qui danse ?» Ah, j'ai dit non, mais il va falloir me la montrer, vite fait. Alors il m'amène devant un petit arbuste, 2 mètres de haut, Desmodium girans, et puis au pied il y avait tout un tas de Chinois qui criaient, qui tapaient dans les mains. Je lui dis « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Il me dit « Ils font danser la plante. » Parce qu'il faut faire du bruit fort, hein, Ils m'ont fait chanter des chants de marins en breton, et ben, ça marchait, ils étaient tout à fait enthousiastes. Alors, cette plante n'a pas d'oreille, mais de toute évidence, elle a des récepteurs d'ondes sonores, parce que si vous faites du bruit, les folioles bougent. Si vous arrêtez, elle ne bouge plus. Une plante très étonnante. Desmodium girans. Alors, elle n'a pas d'oreille, mais elle a des récepteurs d'ondes sonores, ce qui revient un petit peu au même. Pas de cerveau. Ça m'arrive rarement d'être en désaccord complet avec Charles Darwin, mais Darwin, il pensait que les plantes avaient un cerveau à l'extrémité de leurs racines, à la pointe racinaire. Désolé, je crois qu'il s'est planté. En tout cas, je ne peux pas le suivre jusque-là. Mais laissez-moi vous dire que, bien qu'elles n'aient pas de cerveau, elles sont capables de tours de force. Regardez la sexualité des plantes. La plante met en place une belle fleur. Belle, nous la trouvons belle, elle est colorée, elle sent très bon. Et l'insecte pollinisateur, il sait que s'il vient là-dessus, il aura comme récompense un aliment de très grand choix,
très bon et qui lui plaît beaucoup, et c'est ce qu'on appelle le nectar. Donc il prend l'habitude d'aller sur les plantes qui ont ce type de fleurs, et ce faisant, il pollinise la fleur. Vous ne me ferez pas croire que cet animal, il vient pour polliniser la fleur. C'est certainement pas vrai. Il vient manger, tout simplement. Et il sait qu'en venant là, il aura à manger. Bon, quoi qu'il en soit, la sexualité, elle se déroule, le fruit se forme, et il arrive un moment où le fruit est gros, mûr, appétissant, avec des odeurs délicieuses. Il arrive d'autres animaux, plus gros que les précédents, qui viennent faire quoi? Ben manger. Ils viennent manger le fruit. Et là non plus, vous ne me ferez pas croire que l'animal, il vient disperser les graines de la plante. C'est le cadet de ses soucis. Alors, ces choses-là sont très utiles pour la plante. Mais ça se passe à l'insu de l'animal. Comment ça s'appelle de faire faire à quelqu'un des choses qui vous sont très utiles, mais sans que l'intéressé le sache? Ça s'appelle de la manipulation. Et je suis désolé de le dire, mais je crois vraiment que les animaux sont manipulés par les plantes dans cette histoire. Et philosophiquement, je trouve intéressant qu'un organisme qui n'a pas de cerveau soit capable de manipuler des organismes qui ont un cerveau. Si vous voyez une faille dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Moi, je le sens comme ça. Pas de corde vocale, mais ça ne les empêche pas de communiquer. Vous savez que la communication entre les plantes, maintenant, c'est devenu un thème majeur dans beaucoup de laboratoires du monde entier. C'est très étonnant. La première fois qu'on en a parlé, c'est 1985, je crois. Un collègue de l'université de Pretoria, Van Hoven, il vient nous raconter la prédation des acacias de la région de Pretoria par des gazelles dont l'acacia est l'aliment unique. Alors il regarde comment ça se passe, la gazelle arrive, elle mange 2-3 feuilles, normal puisque c'est sa nourriture, mais bizarrement elle ne mange que 2-3 feuilles. Et puis elle s'en va. Qu'est-ce qu'il fait Van Hoven? Il compare la biochimie des feuilles avant et après l'attaque, et en 20 secondes, la plante est devenue, non pas vraiment toxique, mais impropre à la consommation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la digérer. Le plus intéressant, c'est que pour aller de l'acacia A vers l'acacia B, cette grosse bête qui a encore faim, elle remonte le vent. Elle remonte le vent. Et en Afrique, tous les chasseurs vous le diront, en savane, les gros herbivores, ils passent leur temps à remonter le vent. Qu'est-ce qu'il fait Van Hoven? Il compare la biochimie des feuilles au vent avec la biochimie des feuilles sous le vent. Et sous le vent, bien qu'il n'y ait pas eu du tout de visite de gazelle, tous les acacias sont devenus impropres à la consommation. Ça, vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez, vous n'éviterez pas la conclusion qu'un message a été envoyé à partir de l'acacia A, et vous pouvez même affirmer que c'est un gaz puisque ça descend le vent. Ça a été l'exemple historique de communication entre les arbres. Et ça leur sauve la vie, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas mondain comme conversation. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, les Français qui étaient là ont dit « Oui, mais ça, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'autre hémisphère, c'est l'autre bout du monde. Nous, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. » Alors ça m'intéresse de vous donner un exemple tout récent qui vient d'Espagne. La côte méditerranéenne d'Espagne, Valencia. Ils ont des forêts méditerranéennes qui brûlent, comme en France, dans le Midi. Tous les étés, il y a des feux énormes. Ils ont mis sur Internet des paysages totalement carbonisés, sauf les cyprès. C'est très étonnant, vous pouvez vérifier sur ces photos d'Internet, les cyprès n'ont pas brûlé. Alors les collègues espagnols, ils se regardent comment ça se passe. Supposez que mon micro, ça soit le cyprès, le feu arrive, et par conséquent, la température du cyprès, elle augmente. À 60 degrés, ce qui est encore assez modeste, l'arbre dégaze. C'est-à-dire qu'il envoie dans l'atmosphère, sous forme de molécules volatiles, tout ce qui en lui pourrait brûler. Terpènes, toluènes, alcool, hydrocarbures, etc. Tout ça part dans l'atmosphère. Par conséquent, quand le feu arrive,
eh ben, le cyprès, il est comme un sac plein d'eau, il ne brûle pas. Mais le plus intéressant, c'est comme dans l'histoire des acacias, c'est que ces molécules volatiles, elles descendent le vent, donc vous comprenez qu'elles précèdent le feu, et elles vont arriver sur des arbres qui sont encore très loin du feu et qui n'ont donc pas vu leur température augmenter. Eh bien, tous les cyprès qui reçoivent ces molécules-là, ils dégazent. Et donc, ils ne brûleront pas. C'est très étonnant parce que, enfin, moi, en tant que botaniste, quand j'apprends qu'on fait des pare-feux avec des cyprès, alors que les cyprès sont des résineux, je trouve ça absolument incroyable, mais il faut se plier, se rendre à l'évidence. Ça met à l'abri les forêts méditerranéennes qu'ils ont sur la côte espagnole. On découvre chez les plantes des propriétés qu'on ne soupçonnait pas. Je pense que vous connaissez la sensitive, une petite plante qu'on trouve dans les supermarchés maintenant. Quand on touche les feuilles, bon, ça se plie, ça met 3/4 d'heure à se redéployer, etc. Bon, vous faites l'expérience suivante. Vous vous procurez une sensitive et vous l'élevez chez vous. Bonne lumière, bonne alimentation en eau, pas de problème, la plante pousse, mais elle n'a jamais reçu la pluie. Vous la sortez, elle reçoit sa première pluie. Évidemment, elle n'est pas habituée à tous ces petits chocs sur ses feuilles, donc au début, elle va se plier. Puis comme elle n'est pas sotte, elle comprend assez vite qu'il ne faut pas avoir peur de la pluie, c'est plutôt favorable. Donc au bout d'un mois, elle ne se plie plus. Ok. Elle a compris donc. Vous la rentrez chez vous. Et vous l'élevez maintenant pendant plusieurs années, disons 5 ou 6 ans. Bonne lumière, bonne alimentation hydrique, pas de problème, elle pousse très bien. Eh bien, quand vous la ressortirez, 5 ou 6 ans après, elle ne se pliera plus. Elle va recevoir la pluie, mais elle ne se pliera plus. La mémoire est là. Alors, ce n'est pas les mêmes feuilles, hein, parce que les feuilles, elles changent chaque année. La plante a une mémoire. La plante est capable de performances tout à fait étonnantes. Il faut un minimum de matériel. Supposez que le micro, ça soit une liane à vrille. Les lianes, ça doit s'accrocher pour grimper, n'est-ce pas? Et ça, c'est un support. Un bambou, simplement. Alors, la petite liane, elle a besoin de grimper, elle envoie une vrille vers le support. Et juste avant que la vrille touche le support, vous le décalez de 5 cm vers la droite. Elle ne doit pas vous bénir. Hein. Mais bon, elle ne se décourage pas, elle envoie une deuxième, c'est foutu pour la première vrille, elle en envoie une seconde, et juste avant que ça touche, vous le décalez 5 cm vers la droite. Vous faites ça 5 ou 6 fois. Je me dis qu'il vaut mieux que les plantes ne parlent pas. Hein. Mais la grande surprise, c'est qu'au bout de 5 ou 6 fois, elle vise 5 cm à droite. Elle a compris le jeu que vous jouez et elle est capable d'anticiper. Chose tout à fait étonnante. Maintenant qu'on s'intéresse de nouveau à la plante entière, on s'aperçoit qu'on met en évidence des comportements tout à fait inattendus, tout récent. On a compris, si vous n'avez pas lu le livre de Peter Wolleben, La vie secrète des arbres, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre. Peter Wolleben, et comme beaucoup de chercheurs actuellement, il a compris qu'une plante est capable de faire la différence entre ses propres graines et les graines de la même espèce, mais qui ne sont pas les siennes. Et elle traite mieux ses propres enfants. C'est le sens de la famille, famille non pas la famille au sens botanique du terme, mais la famille au sens humain. Quand la plante repère une de ses propres graines, elle évite de se mettre en compétition avec elle. La compétition pour une plante, c'est la longueur des racines. Ça veut dire, là, je suis chez moi, il ne faut pas venir là-dedans. Eh bien, avec ses propres graines, elle développe très peu ses racines, et donc la graine en question, elle aura aussi un système racinaire très réduit, ce qui lui permet d'investir beaucoup plus dans la partie aérienne, et ça favorise donc sa sexualité. Voilà, il faut se faire aussi à cette idée dérangeante qu'une plante est capable de reconnaître ses propres descendants. Tout ça, c'est des fonctions que nous avons. Ça nous étonne de les retrouver chez une plante,
Mais ce n'est pas en soi-même une nouveauté, puisque nous aussi, on sait reconnaître nos descendants. Enfin, puis on a une possibilité d'anticipation, on a une mémoire, donc tout ça, ça nous connaît. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant des fonctions des plantes que nous n'avons pas. Un collègue suisse qui s'appelle Ernst Zürcher, de l'Institut de Polytechnique de Zurich, il nous dit qu'au Japon, il était temps, les chercheurs se préoccupent de prévoir les séismes. Un collègue qui s'appelle Saito, il travaille sur un petit arbre qu'il a devant son laboratoire, dans le jardin tout simplement. Il met une électrode sous l'écorce de l'arbre, sous l'écorce du tronc, et une autre électrode entre les racines, au bout d'une tige métallique qu'il plonge dans le sol comme ça. Saito, il nous dit que le système racinaire d'un arbre, c'est comme une formidable antenne qui est au courant de tout ce qui se passe dans le sol à des kilomètres à la ronde. Les deux électrodes sont réunies à une machine à fabriquer des images, ça c'est tout à fait au point maintenant, et si vous avez une courbe régulière, pas de souci, vous pouvez aller travailler, il n'y a pas de danger. Mais si la courbe se décale complètement vers le haut ou vers le bas, attention, l'arbre a compris qu'un séisme était en marche. Bien entendu, ça ne vous dit pas à quelle distance vous êtes de l'épicentre, mais au minimum, vous avez le temps de sortir de chez vous. Et dans le fond, c'est ça qui compte. Moi, je suis effrayé de la mortalité sur cette planète du fait des secousses sismiques. C'est effrayant. Ça n'arrête pas. Enfin, encore hier, c'était à la frontière entre l'Irak et l'Iran. Ça n'arrête pas. Il y a quelques jours, c'était au Mexique. Et c'est presque en permanence sur la surface de cette planète. Il est vraiment temps qu'on fasse un effort d'imagination. Et il se trouve que les arbres sont là, apparemment, et qui vont nous permettre de prévoir l'arrivée des séismes. Saito nous dit que si tout va bien, dans quelques années, vous aurez un petit écran près de la porte de sortie de votre maison. Vous jetez un coup d'œil sur la courbe. Si elle est calme, pas de problème. Si elle n'est pas calme, c'est le moment de s'en aller. Ça, c'est des choses que nous n'avons pas. Alors, comment font les arbres pour avoir autant de fonctions que nous, et même plus, alors qu'ils ont si peu d'organes? C'est pas encore au point, mais l'idée qui se développe, c'est que les fonctions sont pas dans des organes, d'accord, mais elles sont sous forme dispersée dans chacune des cellules de la plante. Il faut se souvenir de ce qu'on appelle la totipotence des cellules végétales. Je vous explique ça. Vous pouvez prendre une cellule vivante sur un être humain et faire une culture sur un milieu approprié, pas de problème. Vous avez une culture de cette cellule-là, aussi longtemps que vous voulez. Mais n'espérez pas voir sortir un être humain. Tandis que si vous faites cette expérience avec une cellule vivante de plante, vous l'élevez sur un milieu adéquat, vous faites une culture de tissu de cette cellule-là, et bien spontanément, vous allez voir tout d'un coup une plante complète surgir avec tiges, racines, feuilles. Ça veut dire que dans la cellule que vous avez prise, il y avait tous les éléments pour faire la plante entière. Totipotence cellulaire des végétaux, et ça s'oppose complètement à l'absence de totipotence dans la cellule animale ou humaine. Alors, c'est donc une structure décentralisée qu'ont les plantes. Contrairement à nous qui sommes très centralisés. Avoir beaucoup d'organes, c'est risqué, parce que dans les organes en question, il y a les organes vitaux. Et dans la mesure où on a des organes vitaux, on devient vulnérable. Les plantes n'ont pas d'organes vital. C'est donc très difficile de tuer une plante. Alors quand je dis ça à mes collègues forestiers, ils me disent « tu rigoles, tu prends une tronçonneuse, tu coupes l'arbre à la base, il est mort. » Non, mais désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi je vois ça dans les forêts équatoriales, vous coupez l'arbre à la base, et ils le font abondamment, le tronc tombe, au bout de 6 mois, vous avez une série de réitérations sur le sommet de ce tronc. Le tronc lui-même va finir par disparaître, mais vous aurez une ligne parfaitement droite d'arbres de la même espèce et du même âge. Ça, c'est la partie qui tombe. Il y a la partie qui reste dans le sol, la souche,
Elle donne des rejets, ou elle n'en donne pas, ça dépend des espèces, mais si elle n'en donne pas, elle va donner des drageons, c'est-à-dire à partir des racines, un nombre très élevé de réitérations. Eh bien, vous avez voulu tuer cet arbre, vous vous retrouvez avec une centaine d'arbres de la même espèce. Il n'y a pas d'organe vital chez les plantes. Et cette structure décentralisée est à l'origine de leur résilience, une résilience que nous pouvons leur envier. C'est amusant parce que je me suis aperçu que tout ça se traduisait très clairement dans notre alimentation quotidienne. Un plat d'asperges avec de l'huile d'olive, un verre de Saint-Émilion, pardon, un verre de vin d'Alsace, une confiture de groseille, une tarte aux pommes. Vous êtes sûr que la plante ne meurt pas? On peut prélever tout ça, mais ça ne la tue pas. Même s'il y a une rupture physique, ça ne la tue pas. La plante, elle est capable de vous fournir cette alimentation pendant des années. Elle n'en souffre pas, elle a une résilience parfaite. Essayons avec les animaux. Une entrecôte, un foie de veau, un filet de hareng, ben vous êtes sûr que l'animal, il est mort. Mais c'est ça l'ennui d'avoir une structure centralisée. Vous perdez votre résilience. Je voudrais, juste pour finir, donner un mot sur l'intelligence des plantes. Parce que maintenant, si vous suivez la presse, vous allez voir qu'on en parle de plus en plus souvent. Moi, j'ai mis très longtemps à m'habituer à parler de l'intelligence des plantes. Pourquoi ça me gênait? Tout simplement parce que je cherchais la définition du mot intelligence dans un dictionnaire. Et là, je m'aperçois que pour être intelligent, il faut un cerveau, un langage, et il faut pouvoir se déplacer. Je me dis, bon, ben, ça ne peut pas marcher pour les plantes. Ça marche très bien pour les hommes, ça c'est vrai. Donc, nous sommes intelligents, ça nous convient. Je dois beaucoup à un collègue canadien, Jérémy Narby. Il m'a dit, attention, parce que réalise que celui qui a écrit la définition du dictionnaire, c'est un être humain. Et donc, il est jugé parti. Il a raison. Il a donc fallu réécrire la définition de l'intelligence, et je vous la livre. Un être vivant est intelligent s'il parvient à résoudre les problèmes qu'il rencontre au cours de son existence, surtout ceux qui ont trait à sa survie. Cette aptitude repose sur deux fondements, savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qui a été appris pour pouvoir l'utiliser dans la suite. Et puis il y a un dernier point qui me paraît très important, l'intelligence s'exprime surtout dans les conditions difficiles du milieu naturel. Si vous avez une plante en pot et que vous l'arrosez tous les jours à l'heure du thé, n'attendez pas une grande intelligence de la part de cette plante. Si vous avez des poules et que vous les nourrissez tous les jours avec du grain, pas besoin d'être très intelligent pour ça. C'est dans le milieu naturel que l'intelligence des plantes se révèle. Donc, merci à Jérémy Narby et juste quelques citations pour terminer, pour que vous ne croyiez pas que je sois seul à raconter tout ça. Michel Serres, « Soyons des arbres ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je lui ai posé la question, il m'a dit « Moi, mais j'ai jamais écrit ça ». Enfin bref. Voltaire, déjà vieux, retiré à Ferney, il écrit à ses amis parisiens « Je ne fais plus que planter des arbres. Je sais très bien que je suis trop vieux pour jamais pouvoir profiter de leur ombre ou de leurs fruits, mais, dit Voltaire, je ne vois pas de meilleur moyen de prendre soin de l'avenir. » Superbe. Nelson Mandela. Waouh, celui-là nous manque aussi. 26 ans en tôle à Robben Island en face de Cape Town. Il avait la main verte, cet homme-là. Il cultivait pour ses co-détenus, ensuite pour les gardiens eux-mêmes. Et finalement, à la fin de son temps en prison, il fournissait en légumes toute l'île, c'est-à-dire les familles des gardiens. Ça faisait plusieurs centaines de personnes. Et il a cette phrase superbe. « Je suis en prison, mais mes plantes sont libres. » Coluche, enfin.
Pour qu'un écologiste devienne président de la République, il faudrait que les arbres votent. Bon, merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais encore 2 photos à vous montrer. Un arbre qui marche. Alors celui-là, il ne marche pas, il est trop jeune, c'est un palétuvier, tout le monde l'aura reconnu. Quand ils sont jeunes, ils ne marchent pas, mais quand ils sont vieux, ils marchent. Et il prend d'ailleurs une allure animale, il y a un dos et un ventre, il y a un avant et un arrière, il y a les pattes par-dessous. Et alors il meurt ici, et il pousse de l'autre côté. Eh bien, il fait 5 mètres par an. Mais est-ce que c'est une marche? Pas vraiment. Dès qu'on essaye de comparer, dès qu'on essaye de comprendre les plantes avec les mécanismes animaux, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui se déplace. Quand je marche, moi, je me déplace. Tandis que là, ça meurt d'un côté, ça pousse de l'autre. Il n'y a pas de déplacement de matière. Voilà la marche d'un arbre. Je vous remercie.